Sujet de ce début d'après-midi, le top 3 des tendances en digital marketing dans le tourisme d'ici à 2025. Franck, je suis désolé, j'ai fait plus que 3, j'arrivais pas à tenir à 3, donc je suis allé un petit peu plus loin. Euh, En essayant de décrire en fin de compte un espèce d'écosystème qui a beaucoup bougé ces derniers mois et qui est en pleine mutation encore et je pense qu'il est en train de remettre un petit coup de fouet dans le marketing et en tout cas qui remet un petit peu tout le monde à sa place en mettant le marketing où le marketing doit être et la communication où elle doit être aussi, sans parler de la gouvernance. Donc, si on analyse ce qui s'est passé en marketing pendant le confinement, on remarque sur le plan digital que les applications web ont eu une hausse de 45%, en tout cas dans l'investissement de la part des acteurs touristiques. À contrario de l'application mobile qui, elle, continue à être en baisse de moins 45%. Elle n'a jamais vraiment pris et je pense qu'on va pouvoir déclarer la petite mort des applications mobiles, sauf à grande valeur ajoutée dans les prochains temps. Par contre, très bonne surprise, une hausse d'investissement dans le SEO de plus 35% et de plus 40% dans le e-commerce. Ça veut dire qu'il y a une révolution qui est en train ou une évolution qui est en train de se mettre en place et elle est plutôt bénéfique parce que quand on voit des chiffres de SEO qui augmentent, ça veut dire qu'on est dans une qualification de contenu et qu'on essaye de le référencer. Et donc, c'est des choses qui sont d'autant plus intéressantes quand on veut une vraie diffusion de son contenu. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période? Eh bien, une peur des investissements a été notée puisqu'on a une baisse de la publicité en ligne de 30%. Aussi une baisse de la publicité traditionnelle, mais qui, elle, était déjà existante, mais qui a connu un vrai stop pendant cette période de confinement, qui, à contrario, explose complètement en sortie de confinement. On a vu les organismes régaliens investir énormément dans leur publicité depuis le début juin pour se réapproprier des marchés cibles. Je ne suis pas forcément certain que ce soit la publicité qui fasse le travail de réservation. En tout cas, elle fait le travail de notoriété, c'est sûr. En investir autant dedans, pourquoi pas. Maintenant, je trouve que l'investissement a été très dirigé dans les campagnes traditionnelles. On est revenu à la radio, on est revenu à la télévision. Et la partie en ligne qui aurait pu faire la différence a été un petit peu squeezée. Du fait de ces craintes, on revient sur des piliers qui sont la vraie dans l'imaginaire des gens, la vraie publicité, celle qu'on croise au journal de 20 heures, qui malheureusement n'a aucun KPI pour mesurer le retour sur investissement. Mais ça sera un autre sujet à développer un autre jour. On ne fait plus du site internet pour renseigner, on fait du site internet pour vendre désormais. En tout cas, pour réserver, on va voir ce mot dans les semaines à venir, dans les temps à venir. Et cette tendance digitale, elle va vers plus de SEO, elle va vers plus de contenu, elle va vers plus de e-commerce et plus d'applications web. C'est là où ça devient intéressant, c'est-à-dire qu'on donne un objectif enfin au tourisme qui est qu'on arrête d'être des petits anges qui font que du renseignement et tout le monde est gentil et les OTA arrivent et on tape sur Airbnb, on tape sur Booking en disant c'est des salauds, ils vendent avec des commissions de 15 à 20%. Oui, mais parce qu'on a bien voulu leur laisser faire aussi à un moment donné. Donc, quand on voit l'ensemble du secteur qui s'équipe en contenu, qui va faire du e-commerce, qui va vendre des activités, là, ça devient intéressant. Il peut y avoir un retournement de situation qui peut être valable dans les temps à venir. La notion d'information s'efface donc au profit de la notion de réservation. Une notion de réservation qui apparaît avec l'aspect sanitaire, mais qui est bénéfique aussi dans le comportement du proposant, mais aussi du réservataire qui, lui, a la garantie que sa place est bien réservée derrière. Donc, ça vaut le coup. Cette notion, elle est très intéressante pour l'avenir en se disant qu'on peut aller vers quelque chose qu'on va pouvoir mesurer, qu'on va pouvoir traiter, ou quand la personne va arriver dans notre hébergement, va arriver dans notre activité, on pourra la nommer par son prénom parce qu'on le connaîtra à l'avance. Sur le marché touristique en 2025, on attend, selon les chiffres de l'Organisation mondiale du tourisme, 2 milliards de touristes dans le monde. Ça, c'était avant une certaine crise que tout le monde a connue.
On n'a pas les chiffres mis à jour parce qu'on est en plein dans un Big Bang qui fait que comment l'aviation va réagir en sortie de crise, comment la mobilité des touristes va évoluer. On arrive, enfin, si on faisait de la prédiction, on la ferait au doigt mouillé et elle serait complètement fausse. Donc, pour l'instant, il n'y a aucun chiffre qui est sorti. Par contre, on peut déjà se poser la question de quelles sont les conséquences de la première crise sanitaire du XXIe siècle. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Ce matin, dans les journaux, ils commençaient doucement à dire que l'automne pourrait être aussi dans une phase de crise. Et quelle mutation le tourisme va subir au milieu de tout ça? On le voit, on a une prévision jusqu'en 2025 avec 3 grands points. L'élargissement des classes de voyageurs. On offre beaucoup plus de voyages à l'ensemble des classes sociales dans le monde entier. Une évolution de la silver economy, je reviendrai dessus tout de suite après, et une plus grande connectivité qui fait une plus grande information aussi derrière. Alors, quand on parle d'élargissement des classes, on peut tout de suite penser à overtourisme. On peut parler d'overtourisme. Pour moi, c'est un sujet qui a été débattu il n'y a pas si longtemps et Paul Arsenault au Québec a eu une réponse qui a été très, très nette dessus en disant mais l'overtourisme, il est dans la maîtrise des flux et qu'aujourd'hui, si la maîtrise n'est pas faite, oui, il y a de l'overtourisme. Maintenant, l'overtourisme se passe par pic et il faut gérer en fin de compte ces ponctualités pour pouvoir le maîtriser. Donc, ça passe par la maîtrise des flux et la maîtrise des flux passe par de la réservation aussi. Donc, c'est là où, quand je parlais de notion de réservation tout à l'heure, ça peut aussi permettre de réguler ces notions-là d'overtourisme. On peut aussi parler dans l'élargissement des classes une généralisation des notions de coupe-fil. On le trouve aujourd'hui dans les grands établissements on va dire culturels ou d'activité. On peut très vite citer la Tour Eiffel qui a des notions de coupe-fil, le Vatican qui a une notion de coupe-fil sur la visite qui est là depuis des années, sur lequel ça peut se généraliser du fait qu'on connaisse nos réservations. Il y a une notion écologique post-Covid aussi. Rappelez-vous, quand la crise a démarré, on a parlé du monde d'après. Le monde d'avant est mort avec cette crise et le monde d'après ressemble bizarrement beaucoup au monde d'avant. Maintenant, dans le comportement du voyageur, il y a eu des choses qui ont changé parce que ce confinement, cette notion d'être obligé de rester chez soi a apporté aussi une notion imaginaire sur son besoin de s'évader, son besoin de tourisme, avec plus de nature, plus de lâcher prise, des notions de court séjour qui vont enfin être affirmées. On va arrêter le fameux 7 jours, 6 nuits. On va vraiment avoir la notion du court séjour et du plus près de chez soi aussi. Et que de partir en semaine, de faire du midweek, de faire du vendredi-dimanche, du samedi-lundi, pour ceux qui sont commerçants ou conjoints de commerçants, ça va devenir en fin de compte des éléments qui sont déterminants. Et ce fameux 7 jours qui n'existe plus depuis des années, qui a complètement été libéralisé, eh ben, il faut réussir à le faire sauter dans les habitudes des gens et ça devient intéressant de profiter de l'élargissement des classes pour pouvoir le faire. Cette notion écologique, je reviens juste dessus, elle existe donc dans le comportement des touristes, mais elle n'existe pas encore du côté des régaliens. C'est-à-dire que les prestataires privés, les hébergeurs privés, le monde socio-professionnel peut se l'accaparer, peut créer des produits qui tirent vers un bilan carbone réduit, mais cependant, les régaliens ont encore du mal à l'adopter parce qu'aujourd'hui, ils attendent du réglementaire quelque chose qui aura du mal à arriver. Et c'est là où il y a une distance entre le socio-professionnel et les organes de coordination du tourisme, où chacun n'y trouve pas, en fin de compte, un point de discussion commun qui sera intéressant à réfléchir dans les temps à venir, parce que cette notion écologique, elle peut prendre de plus en plus d'ampleur et on peut fabriquer des vacances à un bilan carbone plus que réduit si tout le monde se met en fin de compte sur le sujet. Quand je vous parlais de lâcher prise et près de chez soi, en fin de compte,
on a une recherche de l'émotion en ce moment. On cherche de l'émotion et cette émotion, elle passe aussi par les cinq sens. On en reparlera quand on parlera de la silver economy, mais aujourd'hui, en digital, quand on parle de tourisme expérientiel, de tourisme digital expérientiel, ce qui est très drôle, c'est que j'ai revu mes chiffres tout à l'heure. 80% passent par la vue, 12% passent par l'ouïe, 2% par l'odorat, 1% par le goût, 1% par le toucher. Alors, je veux bien faire l'expérientiel, mais si on n'utilise que la vue et un tout petit peu l'ouïe, on est mal barré pour aller toucher les gens, en fin de compte, dans le plus profond d'eux-mêmes. Il y a un travail en digital à mener justement sur comment transférer l'expérience dans le digital et comment utiliser un petit peu plus, oui, des bruits qui permettraient en fin de compte de rappeler des souvenirs, etc. etc. En digitalisant ça, on est capable d'aller beaucoup plus loin. Moi, j'ai souvenir, c'est vrai que je ne me suis pas présenté, je suis un ancien dirigeant de destination, aujourd'hui consultant à mon compte, et je travaille pour beaucoup de destinations dans le monde entier. Quand j'étais dirigeant de destination, j'ai eu un jour un équipement nautique à gérer. Le best-seller de l'équipement nautique, qui valait quelques millions d'euros, en fin de compte, c'était une douche à expérience. Le truc le plus basique, c'est-à-dire que quand on appuyait sur la douche, il y avait un son de perroquet qui sortait. On avait l'impression de faire une douche exotique. Quand on a un bassin à quelques millions d'euros juste à côté, ça fait un petit peu mal de vivre ça. Mais pourtant, c'est ce que le client y demande. Et dans son besoin d'expérience, d'avoir une douche avec le petit perroquet qui lui souffle dans l'oreille, eh ben, ça remet en question pas mal de choses. Et dans la gestion des applications web, des sites web, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Il y a la vidéo qui est arrivée il y a quelques années pour montrer la beauté des paysages d'un site touristique. À mon avis, il faut aller plus loin, il faut les mettre dans l'ambiance digitale aussi en recréant des sonorités qui peuvent correspondre à certains territoires. Je pense aux cigales dans la Provence, à un certain bruit qu'il peut y avoir à New York, etc., etc. Le bruit du vent aussi qu'il peut y avoir sur le littoral. À réfléchir à peu près à tout ça. La tendance, donc, elle devient responsable et on essaye de devenir positif pour que on laisse une empreinte qui est réduite au travers de notre expérience touristique dans tout ça. Plus de connectivité parce qu'on est dans un monde de surinformation. Le touriste, il est surinformé. Il a trop d'avis, il a trop de sites, il a trop d'offres. À un moment donné, il est complètement perdu dans tout ça. À nous de retrouver une place pour devenir, en fin de compte, son tiers de confiance, augmenter notre qualité de contenu et structurer l'offre. Arriver vers un point d'excellence, en gros. Comment devenir l'acteur qui sera le tiers de confiance? Aujourd'hui, j'ai parlé des régaléens tout à l'heure et des socioprofessionnels. L'un informe, l'autre vend, l'un dépense, l'autre récupère et c'est un cercle vertueux. Là, on parle sur un plan local. Au milieu, on a des OTA, on a des brokers qui perçoivent et qui dépensent beaucoup. Si on prend les chiffres de 2018, Booking a dépensé 4 milliards d'euros en ligne, 4 milliards de dollars en ligne et 510 millions de dollars en publicité traditionnelle sur 14 milliards de chiffre d'affaires. C'est à se remettre en question de se dire qu'eux arrivent à le faire alors que les territoires ne le font pas, sauf cas exceptionnel, ces derniers temps, on sort d'une situation de crise, il y a besoin de relancer, donc on remet des budgets dessus. C'est pas que les chiffres ils sont impressionnants, c'est qu'en fin de compte, la part que quelqu'un comme Booking met, c'est à peu près 30% de son chiffre d'affaires dans sa publicité, c'est ce qui fait aussi sa notoriété, c'est ce qui fait qu'il devient un acteur incontournable. Donc, c'est à réfléchir aussi au comportement digital que peuvent avoir, en fin de compte, ces sociétés qui sont que des intermédiaires. On peut leur reprocher beaucoup, ça c'est sûr, et je ne veux pas rentrer dans ce débat-là aujourd'hui, mais on ne peut pas leur enlever qu'ils communiquent pendant que les territoires stagnent ou presque dans cette logique-là. Il faut retrouver un équilibre à tout ça et il faut redonner du sens aussi. Pour redonner du sens, il faut augmenter la qualité de contenu, structurer de l'offre, utiliser de la donnée pour avoir des KPI, utiliser de la donnée pour avoir des comportements de clients, de la consommation informative, mais de la consommation de réservation aussi, pour pouvoir retourner et vérifier si les top leaders des destinations le sont véritablement
Est-ce que c'est l'empirique qui nous dit que c'est des top leaders ou alors est-ce que c'est vraiment les chiffres d'usage qui nous le diront? Tout ça nous amène vers une politique d'excellence. C'est pour ça que je vous ai mis que la tendance va vers l'excellence et qu'il faut avoir un comportement et un objectif qualitatif pour pouvoir développer des produits dans les temps à venir. Je me dépêche puisque le temps passe très très vite. Donc on a parlé Silver Economy tout à l'heure. Silver Economy, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout le public senior. Alors des seniors qui ont un pouvoir d'achat supérieur et une durée de vie qui s'allonge. Ils sont en fin de compte la possible clé du tourisme 4 saisons. On en entend parler. Il faut faire du tourisme 4 saisons. Il faut. Mais personne n'a vraiment trouvé la solution derrière. Sauf que quand on prend le problème à l'envers, ces fameux seniors, eux, ils viennent quand ils le souhaitent. Ils n'ont pas de blocage de date. Ils n'ont pas un travail ou des enfants qui les bloquent par rapport à les calendriers scolaires. Ils ressemblent beaucoup, bizarrement, à des R2, enfin en français on dirait plus des résidences secondaires. C'est ceux qui ont investi sur des territoires il y a quelques années et que personne ne veut écouter, qui pourtant sont là et qui pourtant sont fans de ces territoires, ont une attache parce qu'ils ont quand même des hébergements qui sont dessus et qu'il faut prendre en compte dans les temps à venir. C'est-à-dire que le séjournant n'est plus le cœur du souci. Aujourd'hui, il faut revoir sur la globalité les personnes qui viennent sur ces territoires-là, qui viennent résider en résidence première, en résidence secondaire, qui viennent en séjour, ça c'est sûr qu'ils existent, et qui viennent en excursionnistes aussi, c'est-à-dire qu'ils sont logés sur des territoires limitrophes et qui viennent passer une journée sans avoir de nuitée, en fin de compte, sur les territoires. Et ça fait partie de la consommation. Aujourd'hui, compter en nuitée devient très compliqué parce que ce n'est pas forcément la nuitée qui fait le pouvoir d'achat. Donc, c'est à revoir tout ça, sachant que l'ensemble de ces marchés cibles, en fin de compte, ont une recherche identitaire. Si on prend le marché des résidences secondaires, ils ont une envie, et je vais reprendre un programme qui a été développé à Copenhague il y a quelques années, qui s'appelle Live Like a Local. Ils ont un souhait de s'identifier aux résidents, à ceux qui sont nés ici, qui ont 5-10 générations sur le territoire, et à essayer de copier, en fin de compte, le rythme de vie, ou en tout cas le style de vie local. On peut le retrouver sur les territoires, sur les insulaires. J'ai l'île de Ré en tête, mais on pourrait l'avoir aussi en montagne. J'ai grandi en montagne et il y a beaucoup de résidences secondaires qui sont là et qui reviennent année après année, notamment l'été, qui est une saison très importante, sur lequel on retrouve justement ces personnes qui ont cette envie, cette douceur de vivre et qu'il faut intégrer en fin de compte aux communautés locales. Cette recherche, elle est aussi dans la notion de partage et on parlait des 5 sens de l'expérientiel tout à l'heure. Les 5 sens permettent de réactiver des souvenirs et notamment des goûts, des odeurs, ce qui amène des émotions et des souvenirs et des relations avec les communautés locales, comme je le disais il y a quelques instants. Et c'est des notions de partage qui sont super importantes et qu'il faut réussir à mettre en avant en termes de marketing. À cela, je dis quand même attention à l'accessibilité et à la mobilité. Alors, je ne dis pas que toutes les personnes seniors ont du mal à se déplacer, loin de là, mais ça permet aussi de prendre en compte le besoin d'accessibilité pour venir sur le territoire, mais aussi à la mobilité en se disant que aujourd'hui, on ne va pas mettre… si vous voulez faire un vrai test de mobilité, vous prenez une famille avec une poussette et vous la faites déplacer dans votre territoire et vous allez voir en fin de compte là où ils arrivent à aller et là où ils n'arrivent pas. Ce n'est pas une question d'handicap, c'est une question que des fois les architectes en fin de compte ont des idées qui sont très mal adaptées au territoire et comme je vous l'ai dit, ayant grandi en montagne et ayant beaucoup travaillé en montagne, il y a des aberrations qui sont faites, qui sont issues de projets urbains et répliquées en montagne et qui ne permettent pas l'accessibilité et qui nous posent énormément de problèmes. Donc au final, sur cette partie-là, on a une notion à avoir qui est un petit peu moins de tourisme, mais un petit peu plus d'attractivité. L'attractivité a un sens beaucoup plus large que le tourisme. Elle inclut, pardon, je suis un petit peu trop vite, elle inclut d'autres notions, des notions internationales, des notions de sécurité, des notions de monnaie, des notions d'activité, d'événements. On a parlé de l'accessibilité aussi, alors que la notion touristique, elle, se limite aux infrastructures, aux paysages et aux communautés. Donc, il y a un phénomène d'attractivité qui est beaucoup plus
beaucoup plus vaste et qu'il faut prendre en compte. Donc, j'irai vers une tendance à l'attractivité dans les années à venir pour devenir beaucoup plus global qu'un esprit touristique, mais plus un bien vivre sur un territoire plus que du tourisme. Plus de social aussi, plus de social parce qu'aujourd'hui, le mécénat dans le monde pèse 1,2 milliard de dollars. Si je prends l'exemple de Patagonia, société de textile depuis 1985, c'est plus de 100 millions de dollars qui sont reversés en dons et en contributions volontaires. Et que dans une période sociale complexe, le tourisme doit mettre à jour et montrer que les territoires ont une âme. Donc, il y a eu des sollicitations qui ont été faites avec des séjours offerts aux soignants. Les premiers, c'était bien. Quand ça se généralise, ça devient un petit peu plus lourd. Alors, il faut réussir à aller plus loin. Tout le monde déplore l'arrêt des classes de neige, des classes de mer. Eh ben, il faut peut-être revenir à ce tourisme social qui a formé en fin de compte les personnes qui reviennent aujourd'hui sur nos territoires. Et que quand on est allé en classe de mer à la Tranche-sur-Mer, peut-être qu'on a envie 20 ans après d'y revenir. Quand on a eu des cours de ski, quand on avait 5-6 ans dans des classes de neige, on a peut-être envie de revenir avec sa famille aux endroits où on a appris à skier aussi. Donc, c'est là où le tourisme social, en fin de compte, se redécouvre 20 ans après, là où on a essayé un petit peu de le tuer, parce que personne ne voulait prendre la responsabilité de le garder ou en tout cas de le développer. Je reviens juste sur un aspect aussi, quand on parle plus de social, ça veut dire plus participatif. Regardez des projets aux États-Unis. Moi, j'ai travaillé pour eux il y a quelques années pour la société, enfin pour la NBA, donc le championnat de basket américain. Ils ont un programme qui s'appelle NBA Care, qui, en fin de compte, à chaque fois qu'ils font un match délocalisé, invite des écoles à jouer au basket avec eux pour motiver, en fin de compte, pour créer des sensations et pour que les enfants puissent découvrir quelque chose qu'ils ne peuvent pas avoir aussi. Ça s'applique aussi au tourisme et je vous conseille de regarder les projets de la NISA à l'Île-sur-la-Sorgue qui, à chaque réservation par des plateformes territoriales, en fin de compte, prend une part de la réservation, je crois que c'est 3 € et l'a fait utiliser sur un projet interne. C'est-à-dire que dernièrement, ils ont rénové une roue à eau qui sert à produire de l'électricité pour le village pour alimenter en fin de compte un réseau touristique. C'est tous ces éléments-là, en fin de compte, où le touriste a l'impression de participer à l'élan touristique local. Donc, c'est pour ça que je parle de programme d'aide interne et externe. C'est bien d'aider les soignants, c'est aussi bien d'aider en interne quand il y a un déficit d'investissement qui est forcément fait sur le territoire, ce qui nous amène un nouveau levier marketing beaucoup plus humain et une tendance participative pour que le tourisme paraisse humain et qu'on arrête de penser qu'on va loger dans des grandes barres d'immeubles et que c'est Ibiza dans toutes les destinations touristiques mondiales. Merci François. Bientôt fini, Olivier. Ouais, on va prendre. Écoute, c'est parfait. On va prendre les questions des spectateurs qui nous regardent. Hein, voilà, Cécile, Élodie, Jérémy, Laetitia, Margot, Perrine, Pierre. Voilà, il y a beaucoup de monde hein, dans le live. Donc on vous écoute. Là, vous pouvez poser des questions. Levez la main éventuellement pour poser des questions en audio si vous le souhaitez à François. On a une prochaine conférence qui doit normalement commencer à partir de 15h. On peut un petit peu décaler. Hein, je dirais que l'autre intervenant a été prévenu. On peut prendre 5-10 minutes hein, pour répondre aux questions. En attendant la question, donc je vais juste dans ma dernière slide, plus de prédictifs, parce que quand je parlais data tout à l'heure, la data amène à la connaissance. Si on prend en compte son contexte aussi, on arrive à déterminer des prévisions. C'est ce qu'on appelle du marketing comportemental. Alors, on l'a atteint avec du big data, ça c'est sûr. Et puis, il faut regarder aussi les études de nudge qui ont été faites aux États-Unis. L'inventeur du nudge a eu le prix Nobel d'économie il y a 2 ans, c'est Richard Thaler. Et qu'il y a des très bonnes choses à mesurer dans ce sens-là en se disant que le client, c'est quand même lui qui consomme. Donc, c'est lui qu'il faut écouter, il faut regarder son comportement de manière à pouvoir coller aussi à son besoin. Donc, ça, sur la tendance data et sur l'aspect cognitif. Et pour terminer, et c'est ma dernière slide, le digital dans tout ça, c'est un simple outil au service du tourisme. On crée de la valeur par tout ce qu'on a vu précédemment et le reste, ce ne sont que des outils techniques.